qu'est-ce qui nous fait penser que l'Occident, jadis dominant, perd son crédit dans le reste du monde? Est-ce que Solzhenitsyn nous aurait prévenu de certaines de ces erreurs? C'est pas Solzhenitsyn qui nous a prévenus, c'est simplement le mouvement du monde, avec un développement progressif des pays du Sud qui se sont agrandis, renforcés, et un affaiblissement relatif des pays du Nord, simplement. Il y a une bascule. Nous devenons moins importants et eux deviennent plus importants, que ce soit la Chine, l'Inde, la Russie, sur tous les plans politiquement, économiquement, géopolitiquement, culturellement, et sur le plan de leur, je dirais, de leur envie de réussir. Donc, il y a un basculement que j'ai observé pendant 40 ans de vie et 70 ans parce que je suis né à l'étranger, j'y ai vécu, etc. Donc moi, je l'ai vu, mais les gens ne s'en sont pas aperçus, vivent encore avec les schémas de la Deuxième Guerre mondiale. Or, ils ne sont plus du tout pertinents. Voilà. Puisqu'on parle des conflits mondiaux et qu'on réfère à la Deuxième Guerre mondiale, en ce moment, les conflits Ukraine-Gaza, est-ce que ces conflits signent symboliquement une rupture globale Nord-Sud? Est-ce que c'est un renouveau décolonial ou est-ce que c'est totalement différent? Alors, c'est tout à fait un refus décolonial. Et quand on dit décolonial, il ne faut pas se tromper. C'est pas le fait des colonies anciennes qui, elles, sont, je dirais, intégrées pour la plupart. Pour vous donner un exemple, j'ai voyagé 40 ans en Afrique et j'ai jamais eu une critique coloniale de la part des Africains. Donc, c'est pas de là que ça vient. Ça vient par contre du mouvement des néoconservateurs et de l'imposition d'une philosophie de vie qui, elle, est critiquée violemment par Solzhenitsyn, effectivement. C'est ça qui fait la rupture. Et c'est ça que ces pays ne veulent pas, ce qu'on appelle les deux mouvements qui sont d'un côté, les deux mouvements de l'impérialisme, qui sont d'un côté l'atlantisme, qui est plutôt un mouvement politico-militaire, je dirais, et de l'autre côté, le mondialisme qui a deux aspects. Un des aspects qui est financier et l'autre aspect qui est culturel. Et je dirais que de tous ces aspects-là, le plus grave, c'est le culturel. Ah oui, Mais parce que dans, c'est le culturel qui oppose la tradition et le progressisme du wokisme. mais bien sûr, c'est tout à fait ça. Mais quand vous dites les pays, vous dites Gaza et les deux conflits, en fait, il y en a deux autres qui font partie du même ensemble également. L'un, c'est le conflit d'Iran, qui est à la limite plus important de Gaza parce que l'Iran est un des fondateurs des BRICS et un des emblèmes, je dirais, de la résistance du Sud par rapport au Nord avec la Russie, d'une part, et l'autre conflit qu'on ne considère pas comme un conflit parce qu'il est plutôt de nature financière et commerciale, il n'en est pas moins réel, c'est le conflit par rapport à la Chine qui se manifeste surtout dans la volonté de Trump d'installer les droits de douane parce qu'en fait, le système du libre-échange n'est pas un système libre. C'est un système en fait qui enrichit essentiellement la Chine et qui enrichit les oligarques occidentaux qui font fabriquer en Chine. Donc derrière, il y a la notion de libre-échange, il y a un monopole de la part d'un certain nombre de grandes sociétés qui ont parié sur la Chine et qui du coup ont appauvri les peuples dans leur propre pays avec la bénédiction de gouvernements qui n'en étaient pas, qui n'étaient pas vraiment qui étaient plutôt des représentants des oligarques, Macron étant en étant le parfait exemple. Donc, en, en se, en s'inscrivant en faux contre cela, Trump, en fait, je dirais, remet l'église au centre du village d'une certaine façon, mais il se met la Chine à dos. Alors, on peut penser que les Chinois étant d'abord des commerçants et Trump étant aussi un commerçant, ça va se régler par le commerce et non pas, si vous voulez, sur le plan militaire. Mais il n'en reste pas moins que ça va créer un certain nombre de tensions. Mais cet aspect du conflit ne doit pas du tout être oublié, bien qu'il soit plus géopolitique et moins militaire, il est fondamental.
Alors, on a parlé des BRICS et de l'émergence des BRICS. Est-ce qu'on peut dire que l'émergence des BRICS, d'une certaine manière, c'est le signe d'une guerre d'espace vital? Mais bien entendu, c'est tout à fait ça. Il y a une guerre d'espace vital véritablement qui est impulsée par les pays du Nord, et on le voit d'un côté où il faut détruire la Russie et de l'autre côté où il faut détruire l'Iran plus le Gaza, parce que Gaza, je dirais, est un caillou dans la chaussure d'Israël, mais le véritable ennemi, c'est l'Iran, qui est d'ailleurs soutenu par la Russie et par la Chine. Donc, ce Lebensraum, je dirais, du Nord global, qui essaye de s'étendre, à un moment donné, s'arrête et il s'arrête en ce moment puisque les États-Unis, puisque c'est bien eux qui font la guerre à travers Israël, n'a pas pu faire tomber l'Iran et les États-Unis qui font la guerre à travers l'Ukraine n'ont pas pu faire tomber la Russie. Et ça, c'est à mon avis parce que tout à fait paradoxalement et d'une façon tout à fait extraordinaire, c'est le Sud qui a aujourd'hui la supériorité technologique sur le plan militaire. C'est incroyable puisque les budgets les plus importants sont chez nous, mais on voit que dans la guerre moderne, c'est une combinaison de deux choses qui a fait la victoire dans un cas comme dans l'autre. C'est la combinaison de drones extrêmement bon marché, d'une part, et de missiles hypersoniques de l'autre. Parce que quand vous avez une défense comme celle du dôme de fer, qui est celle que Zelensky a mis en œuvre, celle que les Américains mettaient en œuvre, en fait, on s'est aperçu que quand vous envoyez 200 ou 300 drones, vous êtes obligé de tirer en face des missiles qui font 4 millions de dollars le missile pour arriver à arrêter un drone qui fait 50 000 euros, et que ensuite vous pouvez tirer des missiles hypersoniques parce qu'il n'y a plus de drone. Et donc, ça c'est l'arme absolue. Et cette arme, les Iraniens la possèdent, les Russes la possèdent, les Chinois la possèdent, et au nord, personne ne la possède. C'est Ah. tout à fait incroyable. Ma dernière question, c'est, euh, et c'est le côté positif de votre ouvrage, c'est, y a-t-il un rôle possible pour la France? Est-ce que la France doit suivre le déclin de ce crédit de l'Occident, ou est-ce qu'elle peut prendre une voie indépendante, et si oui, laquelle? Alors, non seulement elle peut prendre une voie indépendante, mais elle le doit. D'abord, c'est conforme à son histoire. C'est conforme à son histoire ancienne, qui était celle des rois, et c'est conforme à l'histoire récente qui a été reprise par De Gaulle, qui a vraiment forgé pour la France, je dirais, une aura tout à fait exceptionnelle avec le discours de Phnom Penh, avec ses voyages en Amérique du Sud, etc., etc. Donc, nous avons cette vocation. Alors aujourd'hui, pourquoi nous ne la mettons pas en œuvre? Parce qu'en fait, on s'est petit à petit enfermé dans le piège, je dirais, atlantiste, dans lequel on est complètement fermé. Nous avons vendu, je dirais, nous avons vendu nos droits d'aînesse contre un plat de lentilles. Et maintenant, d'ailleurs, on nous enlève le plat de lentilles en disant maintenant, tu n'auras plus de lentilles, tu n'auras plus que les cailloux à la place. Et on continue à dire, on veut quand même faire la guerre aux Russes, mais notre objectif, c'est bien évidemment de sortir de la cage atlantiste, de sortir de la cage européenne avec quelques bémols, parce que sortir de la cage européenne, c'est facile à dire, mais ensuite, il faut savoir avec quelle stratégie. Je pense que ça, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, mais qui est très important. Mais je dirais que la fracture nord-sud que je décris dans mon livre donne à la France une vocation tout à fait extraordinaire aujourd'hui pour pouvoir aller parler aux pays africains avec lesquels elle n'a aucune vocation à être fâchée, sauf si elle veut les obliger à accepter notre ministre des droits LGBT qu'on envoie au Cameroun et que eux nous renvoient. Quand on veut parler au Brésil, quand on veut parler aux Russes, aux Chinois, enfin, je dirais que l'ombre du général est encore là dans tous ces pays-là. Donc, si on y va avec un grand projet et un beau projet, disons, qui est issu de l'époque des pays non alignés, qui était ça notre projet, on sera reçu partout. Mais il faut parler d'une grande voix, il faut parler d'une belle voix à Gaza, puisque ce qui se passe est quand même affreusement grave. Il faut parler d'une grande voix, il faut parler la vraie voix de la paix réaliste, mais la paix. Et Ok. à ce titre-là, on a évidemment la possibilité
de reprendre une politique étrangère digne de ce nom. C'est notre vocation. Et la suite de ça, c'est quelle est la place de la France que vous venez de me dire. Et ça sera donc mon livre, en fait, est le deuxième d'une trilogie, parce qu'il y en aura une troisième avec un autre livre qui sortira en fin d'année ou au début de l'année prochaine, qui parlera précisément de la place de la France dans ce chaos du monde que nous voyons aujourd'hui. Formidable. Très bien. Voilà, Nous attendons avec impatience cette sortie de la France de la cage Atlantis c'est ça. et des horizons que vous nous proposez. À très Voilà. bientôt. Merci Merci. beaucoup, cher ami. Merci.